professeur ici en finance à l'Université Laval. Martin Thibault, analyste financière de la Société québécoise des infrastructures. Bonjour, Véronique Paris, vice-présidente Jeune Approvisionnement chez Danone Canada. Bonjour, ici Slavomir, vice-présidente ressources humaines chez Danone Canada. Donc, à main levée, dans la salle, qui est un adepte de poker? Donc, il y en a quand même plusieurs qui savent c'est quoi le principe de ce jeu-là. Pourquoi on en parle ce matin? C'est parce que c'est un jeu de cartes qui implique stratégie, qui implique aussi du hasard, des mises d'argent et également des prises de risques. Un peu comme dans une situation d'investissement. Avant de mettre de l'argent dans quelque chose, on doit s'assurer de tous les risques qui l'encadrent, de la valeur et de voir vraiment si ça pourrait nous apporter une valeur ajoutée et nous promettre un avenir de succès. Donc, monsieur, vous nous avez présenté deux options que vous avez envisagées pour Danone. Vous sembliez hésiter entre les deux options. Eh bien, ça tombe bien parce que mon équipe et moi, composée de Mathieu, Joanie et moi-même, Marie-Gabrielle, avons relevé le défi et avons une recommandation faite pour vous. Donc, ce que nous avons fait pour vous, nous avons évalué, selon une analyse financière exhaustive, les deux options que vous nous avez recommandées, en établissant également tous les risques qui étaient associés à ceux-ci. Donc, pour ce faire, on est à une conclusion. Pour vous, ce qui serait le mieux, ça serait d'investir dans le projet A et de ne pas toucher au projet B, puisqu'il y a plusieurs risques qu'on a démontrés avec cela. Et au niveau financier, on trouvait qu'il y avait c'était plus ou moins intéressant. Donc, ça, on va vous l'expliquer tout au long. Puis, on a une autre proposition aussi qu'on va vous faire pendant la présentation. Tout d'abord, la présentation du marché. Danone, les ventes en soi, c'est 40% en Europe, 22% en Amérique du Nord, ce qui est déjà très bien. Vous êtes déjà bien établi. Mais en plus, il y a un 38% qui est l'allemand. L'allemand, c'est quoi? C'est les pays du Moyen-Orient, l'Asie, ainsi de suite. C'est les pays, c'est un secteur que vous nous avez demandé de développer, c'est deux projets qui concernaient exactement ces secteurs-là. Le potentiel de marché de l'allemand, l'Afrique plus précisément, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'Afrique, c'est les 15 villes avec la plus forte croissance au monde présentement. Ça comprend 15 villes avec la plus forte croissance. Donc, c'est un marché qui est viable, c'est un marché qui est extrêmement intéressant. Et en plus, les ventes ont eu une croissance de 8%. C'est la plus forte croissance dans votre domaine, dans votre secteur. Donc, c'est extrêmement important de le considérer. Au cours des 6 dernières années, de 2008 à 2014, eh bien, 8 dernières années, excusez-moi, je vais faire bien le calcul. Il y a eu une croissance de 6 fois votre chiffre d'affaires. Donc, vous êtes rendu à plus d'1 milliard de dollars de ventes en Afrique. Donc, le secteur choisi qui est l'Afrique, c'est un secteur extrêmement bien choisi. De plus, au niveau de la présentation du marché, vous nous avez demandé de faire des hypothèses de la prospection au niveau du potentiel. Au niveau des hypothèses que nous avons émises, eh bien, vous nous aviez mentionné qu'il y avait une population de 44 millions et cette population-là augmentait à raison de 10% par année. Donc, nous l'avons fait de 2015 jusqu'à 2021 pour atteindre un chiffre de 77 millions. Par la suite, eh bien, nous avions la consommation de yogourt. C'est une consommation qui débutait à 3 kg de yogourt par habitant et cette consommation-là augmentait à raison de 5% par année. Donc, nous avons fait le même exercice pour en arriver à 4,02 en 2021. Il y avait deux projets, le projet A et le projet B. Nous allons vous expliquer tout à l'heure les deux projets, mais les deux projets avaient une part, dans le fond, avec les deux projets, vous étiez en mesure d'obtenir des parts de marché qui étaient différentes. Donc, la première, pour le projet A, ça débutait à 10% et ça plafonnait à 35% pour 2021. Et pour le projet B, ça débutait toujours à 10%, mais ça plafonnait cette fois-ci à 25%. Ce qui nous donne des potentiels qui sont un petit peu différents, ainsi que des chiffres d'affaires qui sont différents. Donc, le calcul est fort simple. Si nous avons pris la population fois la consommation fois les parts de marché, ce qui nous donne un potentiel fois un prix de vente, moins bien sûr ce qu'il y avait à déduire au niveau des coûts des distributeurs, ainsi de suite. Ce qui nous donne un chiffre d'affaires pour le projet A, vous le voyez, là, débutant à 42 millions, se terminant à 425 millions. Et pour le projet B, débutant à 36 millions, et se terminant à 360 millions. C'est sur ces hypothèses que nous avons basé tous nos calculs. Donc, par rapport à vos projets, vous avez tout d'abord des conditions de succès qui devaient être remplies
avant de connaître justement le succès de ces options-là. Donc, les 3 les plus importantes que vous avez nommées, les innovations pertinentes. En effet, si vous voulez percer dans le marché, ça vous prend de l'innovation. Ensuite, la fraîcheur des produits. On connaît la réglementation au niveau des produits laitiers. Il faut que les produits soient frais. Et finalement, le partenariat avec des producteurs locaux pour vraiment venir faciliter l'intégration dans le marché africain. Donc, pour ce faire aussi, on a fait l'évaluation des 2 projets. La première à l'entreprise, vous avez tous les annexes, tous les états financiers qu'on a calculés sont en annexe. Ce qu'on a fait, on a dégagé tous les flux monétaires qui étaient en fonction de tous les chiffres qu'on avait eu obtenus au niveau des projections de la croissance. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui variaient en fonction de la consommation qui était prévue. Donc, ce qu'on a dégagé, c'est les flux monétaires de ça. Par la suite, on a enlevé tous les montants qui étaient nécessaires dans les investissements des projets, parce qu'on sait qu'il va y avoir des sorties de fonds quand même assez importantes. Le bâtiment, il était vraiment mentionné qu'on pouvait l'amortir sur une période de 10 ans. Donc, on avait 1 million qui était là. Puis après ça, toutes les lignes d'instauration qu'on avait. C'est sûr qu'on a décidé de le faire en une étape pour la construction des lignes d'opération. Donc, ça représente un flux monétaire important au niveau de la sortie des fonds, étant donné que c'est un investissement qu'on fait directement au départ. Par contre, on est capable de le rembourser. C'est ça qui est important. On doit avoir les reins suffisamment solides pour ça, à ce niveau-là, pour l'exploitation d'entreprise, pour continuer la perpétuité sans autant venir se pénaliser à ce niveau-là. Donc, quand on arrive ici, on regarde, on a toute l'évaluation de ceci. Vous voyez que les flux monétaires, oui, il y a des années qui sont un petit peu plus négatives que d'autres. C'est simplement dû à la croissance qui n'a pas suivi au niveau de l'infrastructure et des coûts variables qui étaient en fait un petit peu plus élevés, contrairement à la consommation et la croissance de la population. Donc, il y avait ça qui était sensiblement différent. On a calculé aussi, avec les flux monétaires, on a décidé la partie selon la capacité de rembourser de l'entreprise. Donc, les 2-3 premières années, on a décidé de faire une provision. Puisqu'on anticipe déjà qu'on va avoir une perte, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire la provision, donc on va juste la mettre de côté. On va rembourser une partie, puis après ça, on va faire le flux monétaire de l'année qui va être suivante. Puis par la suite, on est allé en fonction des prorata de ce qu'on avait de disponibilité. Le but étant de rembourser le plus rapidement la dette pour ne pas traîner de l'intérêt là-dessus, parce que ça monte quand même rapidement. On ne voulait pas trop mettre un pourcentage élevé non plus, puisque ce qu'on ne veut pas, c'est dilapider la santé de l'entreprise. Donc, ça va pour le projet A, à ce niveau-là, pour l'évaluation. Donc, c'est bien beau des chiffres, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important d'aller regarder les risques reliés à ces options-là. Concernant l'option A, bien c'est sûr qu'il y avait des dépenses publicitaires plus élevées. Pourquoi? Parce qu'on va aller s'intégrer directement dans le marché. On veut promouvoir aux gens locaux que justement, c'est des produits qui viennent de là-bas. Alors pour ça, on va devoir dépenser beaucoup plus d'argent pour venir donner un bon impact et ainsi venir augmenter les ventes dans ce territoire. Au niveau du marketing, comme je l'ai mentionné, ça va être un petit peu plus dur au niveau de l'intégration du marché parce qu'on a un point positif. Par contre, il faut vraiment le faire montrer aux gens pour venir justement aller chercher beaucoup plus de clientèle. Et au niveau des ressources humaines, vous avez mentionné que l'option A demandait beaucoup plus d'employés. Donc, c'est sûr qu'au niveau du recrutement, c'est un risque. Toutefois, nous savons qu'en Afrique, c'est quand même, les gens sont plutôt à la recherche d'emploi. Donc, à ce moment-là, on pourrait peut-être venir profiter de cette opportunité-là, sans oublier également la formation qui va devoir être nécessaire. Vous allez avoir beaucoup de nouveaux employés, il faut les former, il faut que ça soit efficace. Ça faisait partie de vos conditions de succès. Donc, on va devoir miser là-dessus pour avoir les bons maillons de la chaîne afin d'assurer le succès de l'option A. Donc, au niveau de l'option B, lorsqu'on a fait le même procédé que l'entreprise A, au niveau de l'évaluation pour faire la projection des flux monétaires, on en a dégagé qu'on arrivait souvent à des sorties qui étaient plutôt négatives, étant donné qu'on avait des besoins de capacité qui étaient différents de l'entreprise A. On a choisi, au lieu de faire tout structurer à la même période, d'y aller en fonction des périodes de besoin pour les lignes, pour faire les infrastructures, parce que ça revient beaucoup moins coûteux à une entreprise que d'être en productivité qui est plutôt stable, soit un 80 à 100 que plutôt d'être une capacité qui est à peu près 60 de production de l'entreprise, étant donné qu'il va y avoir un coût qui va être lié aux opérations, qui va être lié aux machineries, tout ça, et l'entrepôt. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire les expansions des lignes en fonction des disponibilités pour les unités. Donc, c'est pour ça qu'on a les flux qui sont comme ça à 4 millions, qui sont séparés, répartis en fonction du pourcentage d'utilisation. Par la suite, le flux monétaire qui était dégagé, on a vu qu'à plusieurs années, on était en négatif. Ce négatif-là, ça représente qu'on doit aller se financer pour pouvoir rembourser les parties de la dette. Ce
qui est c'est pas une bonne idée pour une entreprise parce que vraiment, vous devez commencer à emprunter pour rembourser une dette. Donc ça, on vous suggère que ce n'est pas vraiment la solution qui est la plus viable. C'est ça qui a vraiment guidé notre résolution. Donc pour nous, c'était une des causes qui était vraiment principale à ça, de vous recommander le projet d'œuvre. Et je reviens encore une fois avec les risques de l'option B. Comme Jolani l'a mentionné, c'était déjà risqué au niveau financier. Il y a également les frais de douane et les frais de transport qui vont être directement liés à la distribution qui va se faire des centres de distribution vers le Kenya. Et aussi au niveau opérationnel, bien sûr, la distribution, ça peut occasionner des retards, des frais supplémentaires. Et également la capacité, à ce moment-là, il faut toujours s'assurer que la capacité est assez grande pour répondre à la demande totale du pays. Dans ce moment-là, comme Joanie en a parlé tout à l'heure, au niveau des lignes qu'on va devoir acquérir pour augmenter la capacité. Donc, c'est un risque supplémentaire pour l'option B. C'est pourquoi nous avons penché pour l'option A. Donc, ici, c'est juste une petite diapositive comparative. Donc, au niveau de l'option A, bien sûr, c'est des risques au niveau des coûts. On parlait des coûts publicitaires. Par contre, nous savons que ça va rapporter, ça va vous rapporter. Ça va vraiment aller chercher une clientèle supplémentaire. Et au niveau des gestions des ressources humaines, recrutement, comme je l'ai mentionné, c'est un risque, mais c'est un risque qui peut être facilement réglé par vous. Au niveau aussi des flux, bien sûr, il était positif comparé à l'option B et l'option B qui était beaucoup plus désavantageuse au niveau du financement. Et bien sûr, les risques opérationnels et financiers, vous allez avoir un peu moins de contrôle sur les risques de l'option B. C'est pourquoi nous sommes convaincus plutôt que l'option A serait l'option pour vous. Donc, nous, ce qu'on vous a proposé aussi, c'est peut-être d'avoir une structure de financement qui pourrait être avantageuse pour vous pour faire soit un gain sur chance, soit un gain sur taux, soit un gain sur soi. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Un aussi des principaux risques que Maria l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est le taux de change. Donc, ce qu'on vous suggère de faire, c'est soit de faire des couvertures par le marché monétaire, qui peut vous avantager beaucoup parce que vous pouvez faire un gain sur profit aussi à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a toujours un coût qui va être lié à une couverture par marché monétaire, mais le coût est négligeable par rapport à la perte que vous pourriez à vous retrouver par rapport à une baisse de la dette. En plus de ça, c'est sûr que vous êtes une multinationale, donc vous pouvez aller chercher des ressources, soit un prêt dans peu importe le pays dans lequel vous avez des opérations, parce que vous avez déjà une rentrée de fonds que vous allez pouvoir chercher aussi. Donc, si votre taux de la devise est avantageuse pour vous, c'est vraiment mieux d'aller emprunter dans un autre pays que d'aller directement chercher les fonds au Kenya. D'autant plus que vous pourriez faire, on sait que le Kenya, c'est l'Afrique, la devise est nécessairement plus basse que la majorité des autres pays dans lesquels vous opérez. Donc, vous pourriez même prendre le prêt au Kenya et le rembourser en votre devise, soit canadienne, américaine ou avec l'euro. C'est souvent des devises qui vont être plus fortes que celles de l'Afrique. Donc, vous allez pouvoir réaliser un gain sur change en faisant ça. Un autre intéressant, ça serait les swaps. Comme Maria l'a mentionné, en ce moment, il y a de l'instabilité au niveau géopolitique, tout ce qui est économique aussi, avec le pétrole, tout ça, les devises bougent beaucoup. Donc, on pourrait aller chercher un taux variable, parce qu'il n'y a personne en ce moment qui peut prédire à 100% qu'est-ce qui va arriver juste en un an. Il n'y a personne qui avait prédit en ce moment que le baril du pétrole allait tomber à ce point-là. Plusieurs personnes en ont souffert des lourdes conséquences. Donc, c'est vraiment important pour vous de vous protéger et de faire un ensemble de tous ces facteurs-là, si on veut, puis de regarder laquelle des solutions au niveau du financement serait la plus appropriée pour vous et vous permettrait de réaliser le projet à moindre coût. Parce que plus que vous allez chercher et enquêter au niveau du financement, plus que cela va venir vous avantager à ça. Après ça, on était rendu au niveau de l'échéancier. On vous a préparé un court échéancier pour vous guider un petit peu dans qu'est-ce que ça pourrait devenir. Donc, nous, on vous dit à court terme, peu importe que vous employez l'option A ou B, ça vient vraiment pour vous. En premier lieu, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de trouver la meilleure solution d'emprunt. C'est sûr que dans la période de temps qu'on était déterminé, on n'a pas pu être en mesure de vous le calculer au complet, on n'avait pas accès au taux de change non plus, mais c'est quelque chose qui se fait et c'est très réalisable de vraiment évaluer qu'est-ce qui est le plus rentable en ce moment. Par la suite, c'est vraiment, comme Maria l'a mentionné, c'est la formation des employés. Il va vraiment falloir instaurer un processus à court terme de la gestion des ressources humaines qui va être impeccable. Parce qu'on sait qu'il y a des pays qui sont comme ça, c'est des fois un petit peu plus dur au niveau de l'Afrique, parce que c'est vraiment d'instaurer des mesures, d'instaurer des principes, des fois qui peuvent être un petit peu moins bien vus ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas des gens qui vont être nécessairement ouverts aussi face à l'implémentation d'étrangers dans leur secteur. Donc, c'est tous des facteurs à prendre en compte. Après ça, ça va être l'établissement des contrôles internes, s'assurer que la gestion va être efficace, s'assurer qu'il va y avoir la productivité qui va être au rendement, s'assurer que la ségrégation des tâches va être vraiment bien faite, s'assurer que, bref, c'est ça en fait, que tout va bien aller dans l'entreprise, que tout va être bien réparti.
Par la suite, ça va être la vérification avec la législation. C'est important, c'est souvent un facteur que les gens vont négliger, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans un pays qu'on le connaît plus ou moins pour ne pas avoir des problèmes plus tard. C'est vraiment d'élaborer tout ce qui va être aussi au niveau légal, à ce même niveau-là. Donc, est-ce que les conditions de travail, est-ce qu'on respecte les normes, est-ce qu'on va pouvoir faire des horaires variables, est-ce qu'on va pouvoir rouler 24 heures sur 24? C'est vraiment ça qui est important de bien déterminer avant, parce que ça coûte beaucoup plus cher si après ça, on a à faire des dédommagements aussi. Donc, c'est vraiment aussi au niveau de l'image de l'entreprise, parce que si on commence que c'est avec une image négative, qu'on a tout à des poursuites face aux employés, tout ça, ça ira vraiment pas bien. Donc, à moyen terme, donc on est rendu à peu près dans le 6 mois. Pour le court terme, c'est dans les 3 premiers mois, sensiblement. Dans le moyen terme, 6 mois, 1 an, ce qu'on propose, c'est vraiment faire une réévaluation de tout ce qui a été fait au niveau du court terme. C'est important. Pourquoi? C'est vraiment simple. Parce que si on ne regarde pas ce qu'on a fait, on ne comprendra pas nos erreurs et on ne les trouvera pas. Donc, en contrôlant au niveau des erreurs, on va être capable d'établir tous les procédés, faire une bonne contrôle, une bonne gestion, d'être capable de rouler à ce niveau-là pour s'assurer de la santé de l'entreprise, ce qui est vraiment important pour les 2 projets. Donc, c'est ça ici. Au niveau du long terme, ça serait vraiment de faire une très bonne veille stratégique dans tous les domaines. Donc, c'est savoir les concurrents, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment on va se développer au niveau de l'usine. Parce que l'usine, il va avoir des nouveaux procédés, il va avoir de la nouvelle machinerie, il va avoir des nouveaux moyens technologiques. Est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les réinvestit? Est-ce que la production, on va être capable de l'augmenter? Est-ce que nos coûts de production, on est capable de les diminuer? Donc, c'est vraiment important de regarder. Même si on est mis sur le long terme, on peut quand même le faire toujours à court et à moyen terme. C'est juste important de le faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger pour pouvoir rester le plus rentable possible et maximiser la rentabilité des actionnaires. C'est vraiment important à ce niveau-là parce que ça rentre directement dans les, au niveau des bénéfices et des capitaux à la fin parce que ça coûte moins cher. La veille économique, c'est un petit peu, ça revient chercher, c'est de savoir tous les enjeux qu'il peut y avoir au niveau géopolitique, qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde pour savoir est-ce qu'on est correct, est-ce qu'on pourrait changer les choses, parce qu'on sait les gens ont de plus en plus la tendance à être ouverts, donc à ce niveau-là, ça peut vraiment aller chercher. De plus, vous nous avez demandé une 3e solution. Tout d'abord, vous nous avez offert 2 belles solutions, plein d'informations, mais nous avons pensé à quelque chose qui colle à votre stratégie, c'est-à-dire le développement géographique. Et ça a fait augmenter votre croissance au cours des dernières années. Et ce que nous avons pensé, c'est une intégration verticale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par intégration verticale? C'est de commencer d'aller voir directement les fermiers, d'aller voir les fermes où se produit le lait, de partir de votre matière première et de contrôler votre qualité. Eh bien, la qualité pour vous, c'est important. Donc, ça vous amènerait, bien sûr, le contrôle, ça vous amènerait de plus des grandes économies d'échelle au niveau de vos matières premières. On en parlait tout à l'heure dans les risques. Ça pouvait jouer un rôle, donc ça serait extrêmement important. Et la minimisation des risques, ma collègue en a parlé, le Kenya. Les facteurs clés de réussite, c'était d'être proche avec les cultivateurs, d'être proche avec la population. Eh bien, l'intégration verticale, ce serait notre 3e solution, ce serait une belle solution d'entrée, ce serait une belle porte d'entrée, donc on croit que ce serait également envisageable pour une réussite à long terme. Et finalement, dans le fond, vous avez vu, nous avons vraiment comparé les 2 options que vous nous avez présentées. Les états financiers, les flux monétaires, c'était vraiment concernant les projets individuels, les risques également, parce que bien sûr, il ne faut pas oublier, vous devez considérer les risques politiques, vous devez considérer aussi les risques réglementaires qui sont dans le pays, mais bien sûr, peu importe l'option que vous allez choisir, c'est des trucs que vous allez devoir considérer, peu importe le choix que vous allez faire. Donc maintenant, vous avez votre jeu entre les mains. On vous a lancé, on a vraiment été honnête, on n'a pas bluffé, on vous a mis les cartes sur table. Nous avons vraiment donné toutes les informations qui étaient nécessaires. Maintenant, monsieur, c'est à vous que la décision vous revient et on vous souhaite un avenir plein de succès. Merci beaucoup. Merci de la présentation. J'avais une question rapide. Si, mettons, on regardait un peu, là, juste une question d'éclaircissement. Quand vous calculez, mettons, aux acétates 8 et 10, là, les flux monétaires, il y a comme la colonne de remboursement. Ça, c'est le remboursement de dette. En fait, c'est le remboursement qu'on a prévu pour le prêt qu'on a pris en tant que tel. Donc, on emprunte. Oui, on emprunte. Donc là, on a fait le projet en tant que tel. La première année, le code mentionnait qu'on avait des rentrées de fonds, donc on a pris une provision pour ce montant-là, du flux monétaire en tant que tel. Donc, le flux monétaire que vous calculez, c'est
comment il s'appelle, c'est le flux monétaire, Libéré pour l'entreprise, c'est pas libéré pour l'actionnaire. c'est libéré pour Pour l'entreprise et non l'actionnaire. Donc c'est votre flux monétaire une fois qu'on tient compte de la dette. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis dans ce cas-là, quand on fait ça, est-ce que ça devrait aussi changer le facteur d'actualisation? C'est notre WACC de 15 %. Le pourcentage de la dette a été tenu compte dedans. Parce que quand on le fait, le pourcentage du WACC, on met tout le temps, mettons, un 40 un 60 dépendamment de l'actif et le passif. Donc, mais ça, vu que c'était la dette qui a été faite avant, le WACC, dans le fond, il n'est pas touché à ce niveau-là. C'est assez clair. Je comprends. Vous avez beaucoup parlé de structure de financement pour le projet, puis de différents types de dettes là, qui pourraient être mises en place pour ce projet-là spécifiquement. Pouvez-vous nous expliquer les avantages qu'aurait Danone à venir financer un projet qui est relativement petit par rapport à la taille de l'entreprise avec une dette spécifique qui serait attitrée spécifiquement à ce projet-là par rapport à une solution où il se financerait par l'encaisse? C'est sûr qu'au niveau de l'encaisse, on n'avait pas les fonds monétaires, on n'était pas au courant de comment ils disposaient. Donc, nous, on est allé de l'idée que ce qu'on veut, c'est rentabiliser l'entreprise. Donc, on a cherché des solutions de financement qu'on savait qui étaient réalisables. C'est sûr que si on avait su la disponibilité de l'encaisse, oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant de payer le projet avec l'encaisse que d'aller faire un emprunt parce qu'on n'aurait pas d'intérêt à payer. Nous, ce qu'on a cherché, c'est vraiment la solution qui avait le moins d'intérêt possible, qui était le plus rentable à ce niveau-là. Comment vous pensez que Danone va s'y prendre pour faire respecter ces standards de salubrité alimentaire dans un nouveau pays? Eh bien, c'est certain que déjà Danone est déjà en Afrique. Il connaît déjà un peu le territoire. C'est seulement un nouveau pays dans le continent. Donc, ça va être vraiment de bien s'informer, de bien documenter. La réglementation, c'est public. Donc, c'est d'aller voir ça et de continuer d'être autant de qualité. Ils ont des bonnes valeurs, ils ont des bonnes pratiques. C'est vraiment de garder ça, ces mêmes méthodes-là pour l'expansion. C'est dans ces objectifs de s'expandre de se développer au niveau géographique, c'est de continuer dans ce sens-là, puis tout devrait bien aller. Et malgré tout ça, vous avez vu la première année une crise qualité monstrueuse, avant même que vous lanciez votre première production. Vous lancez votre première production et vous constatez qu'il y a une crise de qualité qui est un breakdown majeur, dont la presse s'empare. Mais c'est sûr Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi. L'important, c'est vraiment faire de la gestion de la crise. C'est vraiment de rassurer l'image de l'entreprise. C'est de faire un rappel sur tous les produits. Oui, ça coûte cher, ça coûte beaucoup moins cher de montrer aux clients qu'on tient à notre produit, on tient à notre image. Puis pour nous, c'est vraiment la qualité qui importe. Donc, ça va vraiment de faire un contrôle vraiment immédiat, de ne pas laisser de délai. On rappelle tous les produits, on rembourse complètement, voire même, on pourrait même donner des gratuités vraiment pour s'assurer de garder une image propre parce que c'est la première année d'exploitation. Donc, on ne veut pas se mettre les pieds dans les plats. Est-ce que ça pourrait entacher la réputation de Danone mondialement? Est-ce que c'est une crise qui devient locale ou mondiale? C'est sûr qu'à ce niveau-là, il faudrait voir. C'est sûr que si ça vient au niveau mondial, comme on a vu beaucoup avec Toyota, que c'était dans plusieurs pays que ça se produisait, c'est sûr qu'encore une fois, c'est important de vraiment s'assurer de la qualité de l'image. Donc, on n'a pas le choix, on rappelle les produits, on va faire beaucoup de campagnes de sensibilisation, beaucoup de publicité pour rassurer les gens, venir leur dire que, inquiétez-vous pas, on a fait nos contrôles de qualité, on a fait nos devoirs, on a rassuré l'entreprise, puis on peut même faire des petites campagnes, voire donner des produits d'échantillons pour rassurer les gens, puis venir les rechercher avec des promotions, tout ça. Merci. Bien, merci.